Salut à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouvel épisode de Men of History. Pour ce premier épisode de Men of History, nous allons parler d'un personnage emblématique de la France. Je parle bien sûr de Vercingétorix. Vercingétorix, né aux environs de -80 sur le territoire des Arvennes, qui est maintenant l'actuelle Auvergne, et meurt le 26 septembre -46 à Rome. Il fut l'un des premiers chefs ayant réussi à souder une partie importante des peuples gaulois en montrant de réels talents militaires face à l'un des plus grands stratèges de son temps, Jules César. Vercingétorix est le fils de Keltilos, chef d'un des principaux clans arvennes, un des peuples gaulois les plus puissants, et qui fut opposé à Rome à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Son père aurait été mis à mort par les familles aristocratiques arvennes pour avoir tenté de rétablir la royauté à son profit, aboli et remplacé par un régime aristocratique dans les années -120 par Rome, imposant ses conditions de vainqueur en emmenant en captivité Bituitos, le dernier roi vaincu près d'Orange. Ce rejet de la monarchie valait sans doute autant que la crainte d'une dénonciation du traité passé avec Rome, source de paix et de profit pour ce peuple depuis 60 ans. Maintenant, nous allons reconstituer le contexte historique. Après la défaite des Allobroges à la bataille de Solognon en -61, la Narbonnaise est définitivement soumise, tandis que l'Aquitaine, la Belgique et la Celtique restent des territoires encore indépendants de Rome. César, qui est gouverneur de la Gaule cisalpine et transalpine, ou la Narbonnaise, en parle comme constituant les peuples de la Gaule chevelue. Depuis le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, et surtout après la conquête romaine du Sud, les Édouènes ont fait allégeance à Rome et tissé avec elle des liens commerciaux, politiques et militaires très forts. Traditionnellement, les Arvennes, peuple puissant dominant le Massif central, s'y opposent et les conflits sporadiques s'enchaînent jusqu'à la défaite arvenne de -121. En -58, Vercingétorix est un jeune homme d'une vingtaine d'années, issu de l'aristocratie et en âge de se battre. Lorsque Jules César, prenant prétexte de la migration vers la Saintonge des Helvètes forcée par la pression croissante des Germains d'Arivoïstes, envahit la Gaule à la tête de ses légions romaines et de contingents alliés gaulois pour venir en aide aux inféodés traditionnels de Rome, les Édouènes menacés à leur tour par les Germains. Il veut soumettre les peuples gaulois à l'autorité de Rome pour servir sa gloire et confisquer leurs légendaires richesses. Celtios, l'un des principaux chefs des tribus arvennes, tente alors de prendre la tête du parti anti-romain en Gaule, que les Sécanes, affaiblis par les récents affrontements arrivistes, avaient dirigé au cours du siècle précédent. Mais il est exécuté par les familles nobles arvennes favorables au gouvernement aristocratique et qui refusent son autorité. Voulant peut-être profiter de la situation très difficile que connaît Rome avec l'écrasement des légions de Crassus par les Parthes en -53 et du mécontentement qui couve dans une Gaule lasse de ces années de guerre, Vercingétorix, révoquant l'alliance romaine, revendique à nouveau l'indépendance qui fut fatale à son père. Dans l'hiver de -53 à -52, des commerçants romains sont massacrés par les Carnutes à Orléans. À l'annonce du massacre, Vercingétorix prend le pouvoir chez les Arvennes et s'impose à la tête du parti anti-romain, notamment grâce à l'art du discours prisé chez les Gaulois comme chez les Romains qui l'a côtoyé. À la fin de -53 et au début de -52, plusieurs armées gauloises alliées traditionnelles des Romains font peu à peu défection et se rangent sous la bannière de Vercingétorix. Mais Vercingétorix se heurte à l'oligarchie Averne, son oncle, Gobanitio, en tête, qui est peut-être responsable de l'exécution de son père, et le chasse de la ville. Chassé de Gergovie, Vercingétorix lève des troupes dans la campagne, puis revient en force quelques jours plus tard, mobilisant le peuple et s'imposant comme le véritable commandant suprême. Il est proclamé roi et envoie des ambassades aux principaux peuples de Gaule. Vercingétorix, tout au long de cette année -53, va montrer un réel talent militaire et politique et donner du souci à l'un des stratèges romains les plus talentueux. Son action prend deux formes. Il organise la résistance sous forme de guerre, de harcèlement, à laquelle la géographie gauloise se prête excellemment, et recourant à la politique de la terre brûlée, ayant compris que l'armée romaine était très dépendante de la logistique et de son ravitaillement. Il emploie à fédérer le plus grand nombre possible de tribus de Gaule contre Jules César. En janvier -52, il lance de multiples ambassades auprès de peuples gaulois pour tenter de les rallier. N'hésitant pas à garantir l'alliance par l'échange d'otages, il tente de s'imposer aux Édouènes, dans l'actuelle Saône-et-Loire,
allié des Romains, ou, à tout le moins, de les neutraliser. Il envoie un de ses alliés, le Cadurque Lectirio, vers le sud, au contact de la province narbonnaise, et réussit à retrouver les Rutènes et leurs alliés. La Narbonnaise est ainsi directement menacée. Vercingétorix réussit lui-même à gagner à sa cause les Bituriges, notamment membres de la Confédération édoine. Il inspire rapidement une union des peuples du centre et de l'ouest de la Gaule contre le proconsul. César, sentant le danger imminent d'une insurrection générale de la Gaule, interrompt son séjour en Cisalpine et rejoint fin janvier Narbonne pour rétablir la confiance. Dans un geste tactique audacieux, il traverse la Cévenne enneigée, menaçant le pays Hervène, et de là, rapidement, rejoint Agédinsomme, ou Sens, plus au nord. Il y retrouve en février 6 légions cantonnées pour l'hiver pour lutter contre les séditions qui se répandent au centre de la Gaule, 4 autres légions restant réparties sur les frontières avec les Trévires et celles des Germains. Vercingétorix met en œuvre sa stratégie, éviter l'affrontement direct avec les légions, épuiser l'armée romaine par une course-poursuite, en créant des abcès de fixation successifs et en lui supprimant toute capacité à se nourrir sur l'habitant grâce à la politique de la terre brûlée. Voyant César concentrer ses forces, il reprend l'offensive et affronte les Boiens, un peuple allié de Rome et surtout membre de la Confédération édoine, testant ainsi sa solidité en défiant le seul peuple gaulois qui lui résiste. Il met le siège devant l'oppidum de Gorgobina, près de Sancerre, mais le talent et l'intelligence stratégique de Jules César permettent à ce dernier de bénéficier de l'aide logistique des Boiens, des Rhum, région de Reims, et surtout des Édouènes, en passant des pactes avec tous ceux longtemps réticents à rejoindre les troupes arvennes et la coalition gauloise. Ainsi, Jules César, après un passage au travers de la Brie ravagée, parvient à prendre la ville de Canoboum, en Orléans, qu'il pille et livre aux flammes. Puis traverse la Sologne à son tour, désertée et assiégée Avaciricum, qui n'a pas brûlé. On s'interroge sur la raison de cette préservation de la ville, alors que plus de 20 villes des Bituriges avaient brûlé peu avant. César dit que Vercingétorix s'est laissé fléchir par les notables Bituriges qui veulent préserver la ville. La tactique a échoué grâce à l'art remarquable de César en matière de siège, qui n'hésite pas à créer un camp retranché par ses légionnaires malgré un climat peu agréable et réussit après de longues semaines à investir la ville. Des dizaines de milliers de défenseurs sont exterminés. En avril-mai 52, Vercingétorix demande aux différents peuples de lui fournir des soldats. De semblables mesures lui permettent de combler les pertes d'Avaricium. Teutomatos, roi des Nocibrogues, dont le père avait reçu le Sénat le titre d'ami, vint le rejoindre avec une forte troupe de cavaliers et des mercenaires recrutés en Aquitaine. Si la chute d'Avaricum est incontestablement un revers pour Vercingétorix, une partie de sa stratégie est en passe de réussir. Les légions souffrent, et surtout les alliés de Rome commencent à changer de camp. Encore plus menaçant pour César, les Édouènes semblent sur le point de rejoindre la coalition gauloise. En effet, le parti pro-romain mené de Coto perd le pouvoir au profit de Convictolitavis, d'une famille puissante, comme Dunnoris, l'ancien chef édouène que César avait fait mettre à mort en -55. En quelques semaines, les Édouènes hésitants basculent en faveur de Vercingétorix. Dans le même temps, d'autres peuples de la Confédération comme les Parisis et les Sénons se révoltent, obligeant César à envoyer Labienus avec 2 légions pour ramener l'ordre. Vercingétorix, fidèle à sa tactique, s'enferme dans Gergovie, près de l'actuel Clermont-Ferrand. César, dans ses commentaires, prétend qu'il a atteint son but de rabattre la jactance gauloise et de redonner du courage aux siens, tout en ayant limité ses pertes à 700 légionnaires, alors que les autres auteurs font état d'un revers inquiétant de César. Plus tard, on précise que tout allait bien jusqu'au moment où le peuple édouène entra à son tour dans la guerre. En se joignant aux rebelles, ils provoquèrent un profond découragement dans l'armée de César. C'est pourquoi celui-ci leva le camp. César prend la route du nord-ouest pour faire sa jonction avec les troupes de Labienus et réprimer la révolte de Sénon. Pendant ce temps, l'insurrection se généralise. Vercingétorix parvient à reprendre son titre de chef des Avernes et à rallier les Édouènes à sa cause. Il s'efforce de les lancer contre les provinces romaines pour achever de déstabiliser César. Mais il n'y réussit pas. Vercingétorix s'impose définitivement comme chef de guerre de la coalition gauloise à Bibracte. Une grande partie des peuples gaulois est alors unifiée pour la première fois de son histoire.
Il veut probablement défaire César de manière définitive et croit en sa supériorité, bien que la moitié de ses troupes potentielles ne lui soient pas encore parvenues. Elles constitueront l'armée de secours à Alésia. Jules César a regroupé ses troupes, qui forment 12 nouvelles légions, soit plus de 50 000 légionnaires. Mais il a perdu tous ses auxiliaires gaulois, et il s'efforce de regagner la province, puis l'Italie du Nord. Vercingétorix ne veut pas le laisser s'échapper et envoie donc sa cavalerie affronter les cavaliers germains de César, à quelques kilomètres d'Alésia. La bataille tourne à l'avantage des Germains. Vercingétorix, quant à lui, regroupe les forces gauloises, 80 000 combattants selon César. À Alésia, Oppidum, dans Mauboumian, il adresse des demandes à tous les peuples gaulois de fournir des renforts. Ce sera l'armée de secours, qui atteint plus de 200 000 cavaliers et soldats selon César. Pendant ce temps, César déploie ses 10 légions dans des camps placés tout autour et se met en position de siège en faisant construire une énorme double fortification réalisée autour de la place forte, pour empêcher les Gaulois de sortir et de se ravitailler et pour se protéger des attaques des troupes gauloises extérieures. Vercingétorix est défait au bout d'une quarantaine de jours de siège. Ses troupes, mourant de faim, les armées de renfort gauloises enfin arrivées lancent une série d'attaques menées par les chefs Lémovis et Édouène. Les Romains ne sont pas loin de céder, mais le siège n'est pas brisé. Après que le chef gaulois a envoyé des négociateurs pour traiter la reddition et que César a répondu en exigeant la livraison des armes et des chefs, Vercingétorix est livré le lendemain de la retraite de ses troupes. Jules César exhibe Vercingétorix comme trophée, symbole de sa longue campagne militaire en Gaule. En vue de son triomphe à Rome, il est maintenu prisonnier vraisemblablement dans les Gaules et Titalium jusqu'au triomphe de Jules César en août et septembre 46. Il faut cependant considérer cette version avec prudence. Rome n'avait pas pour habitude de maltraiter les chefs vaincus. Il était en effet important de les présenter riches et en bonne santé afin que le triomphe de l'armée romaine n'en soit que plus grand. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne.